Bienvenue dans Automoto, épisode 35, saison 48. Nous vous emmenons aujourd'hui sur le circuit Paul Ricard du Castellet pour la 5e édition du Grand Prix de France historique. Plus de 100 monoplaces de toute époque et de tout type se sont retrouvés pour fêter comme il se doit la Formule 1, mais aussi toutes les autres disciplines mécaniques. C'est une véritable fête populaire et vous allez le voir, certaines têtes bien connues ont décidé de remettre le casque à l'occasion de cet événement. Alors installez-vous confortablement parce que c'est un véritable voyage dans le temps, dans les années 60, 70, 80, 90, 2000 que nous allons vivre. Et puis il y a plein d'autres choses dans Automoto. Regardez, voici le sommaire, une nouvelle fois. Bienvenue à tous. Ce dimanche matin, on vous fait découvrir l'Aprilia RS 660, conçue pour les débutants, mais avec tous les codes des motos radicales du constructeur italien. On essaie la nouvelle Audi A8, la limousine express devenue, au fil du temps, une véritable star de cinéma. Et on vous emmène dans le monde très secret des transformations de véhicules. Voitures blindées, voitures d'intervention personnalisées à outrance, grand format sur les véhicules sur mesure. Mais d'abord, place au Grand Prix historique du Castellet. Alors moi, ces Williams des années 80, elles m'ont fait absolument rêver. C'est le premier plateau des F1 dans ce Grand Prix de France historique avec des pilotes qu'on a trouvés un peu partout. Regardez qui est là, René Arnoux. Tout va bien, René? Très bien, c'est fantastique, il fait beau, il y a beaucoup de monde, tout le monde est content, et moi aussi. On va te retrouver tout à l'heure à côté de la Ferrari, René. À tout à l'heure. Premier plateau, donc, celui des F1 des années 70-80. Il y a des Williams, on le disait, il y a des Tyrrell, il y a des Brabham, il y a des Ligier. Et il y a même un pilote qui a décidé de remettre le casque pour l'occasion. On va aller le voir. Ce pilote, c'est lui, Eric Hellary, vainqueur des 24 heures du Mans en 1993, mais qui n'avait jamais encore conduit de Formule 1. Eric, on avait plutôt l'habitude de le voir dans un plateau d'endurance, et là, dans une Formule 1, et je crois que c'est une première. C'est une première, Jean-Pierre. Ouais. 56 ans, premier Grand Prix de F1. Donc, je suis comme un gamin. Franchement, ouais. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui, oui. Alors, c'est quoi cette monoplace? Explique-nous un peu. Alors, c'est une Enzyme. Ouais. Il y a quand même un petit Ford Cosworth DFV qui fait 500 chevaux et elle pèse 620 kilos. Donc, c'est quand même pas un truc pour les petits jeunes. Et puis là, c'était encore la grande époque de la Formule 1 parce que quand je regarde à l'intérieur, c'est un peu tes jambes qui servent de pare-choc. Exactement. C'est pour ça que je me suis fait équiper avec des petites jambes pour avoir les jambes pas trop en avant. Mais c'est vrai qu'en termes de sécurité, on a fait beaucoup de progrès depuis les années 80. Et heureusement d'ailleurs. Après, on est au Castellet, donc il y a beaucoup de dégagement et je dirais que ça rassure un peu. Bon, tu nous emmènes faire un tour? Je vous emmène. On a la caméra dans le casque, vous allez voir. Ça roule vite quand même. Après un problème de boîte de vitesse, Eric n'a pas pu participer aux séances d'essai. Il part donc en fond de grille pour la course. Mais vous allez le voir, notre pilote d'endurance n'a rien perdu de sa hargne. On vous laisse vivre la course avec lui. C'est un départ lancé, un des départs les plus dingues dans l'histoire des courses de Formule 1 classiques. Alors là, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de molette au volant. C'est tout à l'ancienne. Je ne vous cache pas que ma stratégie au départ sera d'essayer de passer à droite, à l'extérieur, parce que je pense que ça va un petit peu se tasser à l'intérieur. On verra. Et regardez bien le départ lancé d'Eric. Cette voiture dépassée avant même le premier virage. Eh oui, un pilote professionnel reste un pilote professionnel. Mais aujourd'hui, je suis un homme heureux, tout simplement. Un rêve de gosse réalisé dans une course plutôt relevée. C'est pas de la parade, ça roule vraiment, on est d'accord. Ah non, ça roule. Je sais pas si vous avez vu les chronos, on roule en dessous des 2 minutes. Donc ça roule vraiment, on est à 280 là, ça freine à 100 mètres.
Sing, ça passe pas à fond, mais presque. Ouais. C'est quand même des voitures des années 80, donc on a les pieds devant, les roues avant. Ouais, c'est les pare-chocs, les pieds. Hein. C'est ça, ouais. Si ça tape, c'est les pieds qui tapent. Coque aluminium, donc non, ça roule vraiment. Ça reste quand même quelque chose à part, la F1. La F1, rien que le nom, si tu veux. Là, tu montes dans une F1, quoi. C'est le Graal. Et j'ai 56 ans, j'en avais jamais fait. Mes parents étaient là. Ils sont là depuis le karting jusqu'à la F1. Donc la boucle n'est pas bouclée, mais bon, pour moi, c'était un aboutissement quand même. C'est vraiment formidable. Mais les stars du week-end, ce sont-elles les Formule 1 et monoplaces des années 90 et 2000, engagées dans un vrai championnat, le Boss Grand Prix. De la Toro Rosso SRT1, première Toro Rosso de l'histoire, en passant par la Benetton B197 de Jean Alesi, ce plateau est surtout un bonheur pour les oreilles. Nous, on a flashé sur la Jaguar R2 de 2001, notamment pilotée à l'époque par Eddie Irvine. Son V10 Ford Cosworth prenait à l'époque plus de 17 500 tours. 805 chevaux pour seulement 600 kilos. Allez, montez à bord. Après avoir vu tourner tous ces monstres, une question se pose. Comment faire rouler aujourd'hui ces mécaniques aussi rigoureuses et pointues? Eh bien, ce n'est pas facile du tout. Didier, on vous a vu et entendu rouler avec cette magnifique Jaguar. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une Formule 1? Oui, c'est compliqué. Il faut se préparer en amont parce que sur place, on n'a pas les pièces, on n'a pas toutes les compétences nécessaires. On est une équipe de 3 personnes. Alors qu'il y avait à l'époque 30-40 personnes qui n'avaient qu'un seul but, c'est de faire en sorte que cette voiture marche pour un Grand Prix, c'est ça Elle est de 2001, donc on va dire qu'elle porte très bien ses 20 ans. Ouais. Et on lui a fait faire le maximum. Bien sûr, on n'exploite pas comme elle était exploitée à l'époque. Et justement, Didier, ces fameux moteurs, ils ont une durée de vie de combien de temps? Comment ça se passe pour les révisions là? C'est tous les combien? Alors, entre 1500 et 2500 km, suivant le régime moteur qu'on décide de prendre. D'accord. Là, on était à 16 500 tours. On peut prendre 1000 tours de plus, mais il divise par 2 la vie du moteur. Donc, Ah d'accord, c'est pas au nombre de kilomètres, c'est au nombre de tours employés en course. Ouais, plus il tourne vite, plus il s'use. Comptez entre 20 000 et 40 000 euros de révision pour un moteur de Formule 1. Bravo donc à ces propriétaires passionnés qui ont encore la foi et le courage de faire rouler ces merveilles. Pour le plus grand bonheur du public venu en nombre. Ils étaient plus de 52 000 au Castellet en ce week-end ensoleillé, dont certains n'étaient même pas encore nés lorsque toutes ces Formule 1 tournaient. L'ambiance, il y a énormément de monde et on est tous là pour la même passion. Le bruit, l'odeur, tout est parfait ici. On aime tout dans l'automobile, les voitures, le bruit, les dépassements, tout, on aime tout. C'est ça, ouais, c'est la passion. Les voitures de maintenant sont sympathiques, mais celles d'avant sont quand même iconiques. On n'est pas pressé d'être à l'électrique. Ouais. Le bruit des V10, ça fait bien. Alors il n'y a pas que des monoplaces au Grand Prix de France historique. Il y a également une course d'endurance de 6 heures avec des véhicules de tourisme et des GT. Et c'est une petite bagnole anglaise qui va tout particulièrement nous intéresser. C'est cette petite Lotus Elan que tout le monde attendait. Au volant, l'homme aux 32 podiums en Formule 1 entre 1989 et 2001. Jean Alesi himself, le désormais président du circuit du Castellet, s'est marqué sur la voiture et retombé en enfance à bord de la petite bombinette anglaise. Ah, c'était génial, puis surtout de voir des voitures dans les rétros, une voiture devant, sentir un peu les odeurs parce que c'est quand même des voitures d'époque, donc il y a des odeurs qu'on n'a plus maintenant sur les circuits et c'est beaucoup d'émotions qui reviennent, des souvenirs.
Vous avez l'occasion de reconduire un petit peu sur piste comme ça? Pas souvent, pas souvent parce qu'on arrive difficilement à trouver des endroits pour rouler. Alors maintenant, je suis le président du circuit, je vais m'arranger. Il y a une monoplace à vous là-haut, on l'a vu, hein, qui porte votre nom. Ça fait quoi de revoir ces anciennes voitures rouler comme ça, surtout sur ce circuit dont vous êtes aujourd'hui le président? Ça va faire quand même bizarre, non? Non, ça fait bizarre. Puis j'ai quand même l'habitude d'aller sur les Grands Prix encore et de voir l'évolution technologique qu'on a aujourd'hui. C'est incroyable parce qu'on pensait que c'était à l'époque des voitures abouties et puis on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Mais la star absolue du week-end, on l'a mis un petit peu à l'écart dans les paddocks et on comprend pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu la voir. Mesdames et messieurs, voici la Ferrari championne du monde en 2008. Cette F2008 était chouchoutée par 8 mécaniciens du Ferrari Corse Clienti. Cette structure permet aux membres du programme compétition client de rouler sur piste avec les Ferrari de course, le tout géré par les ingénieurs italiens. C'est une rareté de voir rouler un tel engin sur un circuit. Et c'est encore plus rare d'avoir un propriétaire prêt à s'exprimer devant un micro. Peter, ça fait quoi de conduire une voiture comme ça? Je crois, vous savez, si on aime l'automobile et on est passionné par l'automobile, le rêve, c'est de s'approcher d'une F1. Exactement. Ensuite, on rêve de s'asseoir dedans. Surtout quand elle est rouge. Oui, ça aide en général. Et quand elle est rouge et qu'elle est titrée, c'est encore mieux. Et ensuite, de pouvoir la conduire, c'est juste un truc exceptionnel. C'est un privilège énorme. Il faut aller vite avec cette voiture. Vous êtes obligé d'aller vite avec cette voiture. Bah, avec toute Formule 1, moderne surtout, vous êtes un peu obligé d'aller vite parce que sinon les pneus se refroidissent, ce qui était le cas là cet après-midi. Il faut rester dans la fenêtre de température, ce qui n'est pas évident. Et c'est sympa de venir ici avec tous ces gens qui sont passionnés par l'automobile, avec ce plateau de voitures extraordinaire et de pouvoir faire quelques tours devant le public avec une voiture rouge et titrée. C'est un très grand privilège aussi, une très grande joie. Et René Arnoux, pilote Ferrari de 1983 à 1985, reste toujours autant admiratif face au cheval cabré. René, quel souvenir vous gardez de ces monoplaces Ferrari? Ça reste quand même une écurie à part, non? Mettons qu'on fasse un sondage, mais on dit quelle voiture de course vous connaissez dans le monde entier? Bah oui. Allez, on va mettre 99% des gens vont dire Ferrari, on va laisser un petit pourcent pour les autres. Donc c'est mythique, c'est extraordinaire. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité de conduire pour Ferrari. C'est vraiment le rêve de tous les pilotes de conduire. C'est vraiment magnifique. Après tant d'éloges, il serait peut-être temps de vous en faire profiter de cette F2008 et de son V10 atmosphérique de 805 chevaux, capable de prendre 19 000 tours. Allez, on ouvre grand ses oreilles. Bon alors là, je pense que vous en avez bien profité. Allez, tout de suite place à Automoto Express Libno et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Dans l'actualité cette semaine, les nouveautés de la semaine, elles écrivent l'histoire, le Grand Prix Explorer revient et le God Save the Car Festival aussi. Après 4 ans de carrière, le Peugeot 2008 s'offre un restylage. La version électrique passe de 136 à 156 chevaux et revendique désormais 406 km d'autonomie. Le 2008 s'offre aussi une nouvelle face avant avec de grandes griffes, de nouveaux feux arrière et un nouveau système multimédia. Bruno Lafitte, neveu de l'ancien pilote de F1 Jacques Lafitte, vient de lancer Lafitte Automobili. Cette toute nouvelle firme basée en Italie débarque d'emblée avec 3 sportives 100% électriques. La LM1, avec ses 1167 chevaux et son look d'hypercar des 24 heures du Mans, la Trax, un tout-terrain de 1167 chevaux, et la Barchetta, avec son impressionnant arceau inspiré des halos de F1.
Alpine a dévoilé le monstre qui l'engagera à la célèbre course de côte de Pikes Peak dans la catégorie Time Attack One. Cet A110 Pikes Peak conserve les codes de la voiture de série, mais n'a plus rien à voir avec le modèle de base, avec sa dorsale, son double aileron ou son moteur de 500 chevaux pour seulement 950 kg. La course aura lieu le 25 juin. En parlant de Pikes Peak, Lia Block, la fille du regretté Ken Block, participera à l'événement en hommage à son père avec un monstre de 1400 chevaux. La semaine dernière, lors des 6 heures de Spa-Francorchamps, la Française de 22 ans Lilou Wadou et ses coéquipiers se sont imposés dans leur catégorie au volant d'une Ferrari 488. Elle devient la toute première femme à réaliser cet exploit historique depuis la création du championnat du monde d'endurance en 2012. Squeezie, le youtubeur français le plus suivi avec 18 millions d'abonnés, a annoncé la 2e édition du GP Explorer. 24 stars d'internet, répartis en 12 écuries, s'affronteront au volant de Formule 4 sur le circuit Bugatti du Mans. 12 pilotes déjà présents l'an dernier et 12 petits nouveaux dont Mr V se battront en piste le 9 septembre prochain. Pour les fans de culture automobile anglaise, le week-end prochain, sur l'autodrome de Linas Montlhéry, se tiendra le God Save the Car Festival dédié aux productions d'outre-Manche. 300 véhicules de collection sont attendus. Automoto Express, c'est sur nos réseaux sociaux pour rester informé au quotidien. Dans Automoto. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours au Grand Prix de France historique ici sur le circuit Paul Ricard du Castellet où plus d'une centaine de monoplaces se sont retrouvées le temps d'un week-end. Les monoplaces des années 70, 80, 90, 2000, c'est un véritable voyage dans le temps fantastique. On en reparle tout de suite après l'essai de la semaine. C'est parti. Bader Benlekeal a pris le guidon de la toute nouvelle Aprilia RS 660. Au look sportif, oui, mais s'agit-il d'une bonne sportive pour débuter? Regardez. Aprilia est un constructeur italien réputé pour la performance extrême de ses motos. Ces sportives ont toujours matérialisé ce savoir-faire. Toutes ces créations incarnent donc la performance absolue. Toutes, sauf celle-ci. Voici la RS 660. Elle ressemble à une sportive, mais ce n'est pas une sportive. En tout cas, pas dans le sens traditionnel qu'on entend. Elle n'est pas dérivée d'une moto de course et elle n'a pas été conçue pour faire la course. C'est une sorte de réplique, un modèle réduit de ce que le constructeur italien sait faire. Elle est moins puissante et donc plus facile à prendre en main qu'une sportive traditionnelle de la marque. De nombreux constructeurs proposent des machines de ce genre, lookées comme des bêtes de course, mais équipées de moteurs et de châssis plus humbles. Des fausses sportives, pas très rapides. Mais la RS 660 reste une Aprilia. C'est donc une fausse sportive, mais une fausse sportive très rapide. Aprilia est un constructeur italien créé après la Deuxième Guerre mondiale, qui cumule aujourd'hui 54 titres de champion du monde, principalement en Grand Prix. Et dans son histoire, le constructeur a toujours dérivé de ses modèles de course des versions route plus accessibles, les RS. Les RS ont fait rêver des milliers d'adolescents. Du collège au lycée, on rêvait tous d'avoir la RS 50 ou la RS 125. Esthétiquement, ces motos étaient très proches des machines de course de la marque. Et en termes de performance, c'était tout simplement les références. Moi-même, j'ai commencé ma carrière de jeune motard sur une RS 125 à 16 ans, puis sur la 250 à l'âge de 18 ans. Je fantasmais sur les motos de Grand Prix du constructeur. Et c'était les machines les plus proches qu'on pouvait se payer. Ici, la RS 660 n'est pas une réplique de moto de course, mais une version réduite de la RS V4, sportive ultime du constructeur, équipée d'un 4 cylindres en V de 1100 cm3, 217 chevaux, capable de dépasser les 320 km/h. C'est donc une RS V4 divisée par 2. Elle a 2 fois moins de cylindres, 2 fois moins de cylindrée et aussi 2 fois moins de chevaux.
Mais esthétiquement parlant, ces motos sont pratiquement jumelles. Finalement, l'objectif, c'est d'offrir aux nouvelles générations un design tout aussi extrême de machines sportives, mais des performances moins extrêmes, plus cohérentes avec la période qu'on traverse. Donc moins de chevaux, moins de vitesse maximale, mais en gardant des sensations et des capacités dynamiques dignes de ce nom. Le V4 laisse donc sa place à un bicylindre parallèle de 100 chevaux. Une puissance plus humaine et exploitable sur route. Enfin, sur le papier. Écoutez, c'est monté en régime. Ah, cette allonge. Autant certains constructeurs sont un peu optimistes sur les puissances qu'ils annoncent, autant cette RS 660 paraîtrait presque pessimiste. Elle est certes moins puissante qu'une RS V4, mais sur route, il y en a largement assez, voire déjà trop. Les 2 cylindres en moins n'ont pas comme seul intérêt la réduction de puissance et de consommation. Un moteur plus compact permet de faire bien des choses. Un petit moteur, ça demande un petit cadre. Et ça, c'est une économie de poids. Mais pour aller plus loin, Aprilia a fixé le bras oscillant, à savoir la pièce qui tient la roue arrière, directement sur le moteur, plutôt que, comme ça se fait traditionnellement, sur un cadre plus gros, plus volumineux et donc plus lourd. Ce détail, ainsi que plein d'autres, font que la RS 660 est la plus légère de sa catégorie. Seulement 183 kg tout plein fait, contre 188 pour la Yamaha R7, 193 pour la Kawasaki Ninja 650 et 208 pour la Honda CBR 650. Et comme la RS 660 est aussi la plus puissante des 4, elle offre le meilleur rapport poids-performance de sa catégorie. En termes de châssis, là c'est pareil. La machine est très courte, un angle de colonne très fermé. Tout ça, ça veut dire qu'elle est extrêmement maniable, très vive. À 11 600 €, la RS 660 est très largement au-dessus de ses concurrentes en matière de prix. Et à la fois, elle est nettement mieux équipée que beaucoup de machines plus chères qu'elle sur le marché. La RS 660 forme sa propre catégorie. Cette machine n'a pas de concurrence. C'est une passerelle vers la sportivité qui permet de toucher d'un peu plus que du doigt le monde fascinant de la vitesse. Et ça, c'est l'ADN même des RS depuis des décennies. Nous sommes toujours au circuit du Castellet pour le Grand Prix de France historique. Une fête de la voiture et de la passion automobile, puisque vous allez le voir, il y a même du drift en mode Fast and Furious. Allez, tout de suite, Automoto continue avec un nouveau reportage. C'est parti. Et on reste dans le sud de la France pour l'essai de l'Audi S8, la dernière évolution d'une lignée de limousines extrême devenue star de cinéma. Un reportage de Pierre Lardonnois. Ce n'est pas un coupé, ce n'est pas une supercar, et pourtant, l'Audi S8 occupe une place à part dans le joli monde des sportives. La grande berline allemande est l'une des Audi les plus emblématiques de l'histoire. Direction l'arrière-pays niçois, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Nous sommes début des années 90, le marché de la berline de luxe est archi dominé par Mercedes et BMW. Et si la mal-aimée Audi V8 joue à l'époque les seconds rôles, c'est parce que la marque aux anneaux n'offre pas encore le prestige de ses cousins allemands. Pour changer la donne, la 8 tout en alu débarque en 94, suivie 2 ans plus tard de sa version sportive, la S8. Elle va bousculer la catégorie. Je me trouve tout près de Gréolières, dans les Alpes-Maritimes. Et c'est précisément sur cette route qu'a été tournée l'une des courses-poursuites les plus spectaculaires du cinéma. C'était pour le film Ronin, sorti en 1998, avec au casting Robert De Niro, Jean Reno et une certaine Audi S8. Et ça va la rendre sacrément cool, la S8.
Son apparition dans Ronin va contribuer à sa renommée. Statutaire, rapide et discrète, la S8 devient une star des films d'action. La deuxième génération, dont le V10 est dérivé de celui de la Lamborghini Gallardo, apparaîtra en 2008 dans Taken. Puis ce sera au tour, en 2015, de la S8, troisième du nom, d'être immortalisée dans le Transporter Héritage. Ça fait presque 30 ans que ça dure. La S8 est aujourd'hui encore cette berline élégante qui cache extrêmement bien son jeu. Et cette quatrième génération, tout juste restylée, c'est très léger. Et ça concerne surtout la calandre. Eh bien, faut avoir l'œil toujours pour la différencier d'une A8 plus classique. Un petit détail qui ne trompe pas, ou plutôt deux, les doubles sorties d'échappement et les coques de rétro gris-argent typiques des Audi S. Sous le capot, un gros moteur, un V8 4 litres biturbo de 571 chevaux. Il est couplé à une boîte auto à 8 rapports et à l'éternelle transmission intégrale Quattro. Côté perf, l'Audi est loin de faire de la figuration. 3 secondes 8 de 0 à 100, c'est mieux qu'une 911 Carrera. Ce V8, il offre une souplesse remarquable. Il est plein comme un œuf. Notez qu'il est micro-hybridé, puisqu'équipé d'un alterno-démarreur 48 volts, et qu'il est capable, quand les conditions s'y prêtent, de désactiver 4 de ses 8 cylindres. Et ça permet de contenir son appétit. Le châssis est toujours essentiellement composé d'aluminium, mais cette S8 pèse tout de même 2220 kg. Un poids qu'elle tente de faire oublier grâce à un impressionnant arsenal technologique. Cette S8, c'est un vrai TGV. Elle est comme posée sur des rails. Elle est très stable, mais elle est aussi très agile pour un gros bébé de 5,19 m. Et ça, elle le doit à ses roues arrière directrices, à son différentiel sport et à sa suspension pneumatique active et prédictive. Tout ça à la fois. Grâce à une caméra au sommet du pare-brise qui scanne continuellement la chaussée, la S8 anticipe bosse ou ralentisseur et prépare sa suspension à mieux les absorber. Cette suspension ultra intelligente, elle corrige en permanence l'assiette du véhicule pour plus ou moins de confort ou de dynamisme en fonction du mode de conduite choisi. Exemple en mode Confort Plus, la voiture s'incline dans les virages jusqu'à 3 degrés pour compenser le roulis, ce mouvement droite-gauche. Et sur les gros freinages, elle se penche vers l'arrière pour contrer le fait qu'elle s'apprête à piquer du nez. Bref, cette S8, c'est la routière ultime. Au rayon des effets spéciaux, la voiture se relève de 5 cm pour faciliter l'accès à bord. L'intérieur est lui très luxueux et à la pointe de la technologie. Robert De Niro l'avait bien compris, l'un des principaux atouts de cette S8, c'est son coffre, ici d'un volume de 505 litres. Vous pouvez y loger pas mal de choses ou pas mal de monde, mais ça, je veux rien savoir. Vaisseau amiral d'Audi et reine du box-office, la S8 est une sportive qui prend soin de ses passagers. Une force tranquille qu'Audi fait payer au prix fort. Comptez plus de 160 000 € pour cette version à peine remaquillée, dernière de sa lignée à être équipée d'un bloc thermique. La nouvelle vague arrive, l'actrice allemande sera bientôt remplacée par une nouvelle égérie 100% électrique, très proche de ce concept car baptisé Transfer. Pas vous faire encore profiter des vocalises de ces V8 et de ces V10 des Formule 1 des années 90 et 2000 qui prennent plus de 17 minutes et qui tournent ici sur le circuit Paul Ricard à l'occasion du Grand Prix de France historique. C'est un bonheur pour les yeux mais aussi pour les oreilles. Allez, on passe tout de suite au grand format de la semaine et on va changer complètement d'univers, mais c'est un univers automobile qui fascine, celui des véhicules transformés. Attention, là on ne parle pas de tuning, de préparation, on parle vraiment de véhicules transformés pour transporter les chefs d'État, les véhicules d'intervention, les camions de pompiers. Et ces véhicules sont préparés par 2 sociétés françaises et belges qui font un boulot incroyable sur ces véhicules. Pas tout à fait comme les autres, c'est un grand format signé Nicolas Schumacher avec Mathieu Lamour. Les grandes histoires automobiles débutent souvent par des histoires d'hommes. Celle-ci nous vient de ces maîtres carrossiers aux mains d'or, devenus des géants de la personnalisation. Des rois de la transformation qui travaillent au service des hommes les plus influents de la planète, mais aussi de tous les Français. Alors évidemment, quand on imagine
des voitures personnalisées, des voitures réalisées sur mesure. On pense souvent à des limousines blindées, mais il y a aussi des originalités, des voitures très particulières, à la demande pour de riches propriétaires qui veulent rouler avec des voitures totalement hors du commun, à l'instar de cette Rolls-Royce Silver Shadow, série 1 de 1969. Son premier propriétaire voulait une Silver Shadow qui ne ressemble à aucune autre. Et cette voiture, il l'a transformée en break. Et sachez que ce break cache de nombreux secrets, mais ceux-là, je dois vous les faire découvrir à l'arrêt. Les lignes de ce break sont uniques et sa panoplie d'accessoires spécialement commandés par son propriétaire le sont tout autant. Alors on peut l'ouvrir avec la clé, ce qui est pratique. Je l'ouvre. Tu as ici un petit frigo sympathique où j'ai justement mis une petite bouteille de jus de pomme qu'on va déguster. Là, c'est extraordinaire, il y a un réchaud. Un réchaud complet. Au milieu, l'espace qui se soulève avec un truc électrique. Avec un vérin, normalement. Une table avec des chaises, des couverts. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est la petite douchette qui sert à nettoyer la vaisselle. Extraordinaire, quel chic. Tout a été fait sur mesure, y compris les boiseries, évidemment. La carrosserie a été complètement rallongée par Cassadi, qui était le carrossier de l'époque. Ça coûtait une fortune à l'époque, ce genre de choses. C'était 2 fois le prix de la voiture, qui à l'époque, en 69, était la voiture la plus chère du monde. C'est ça, la Silver Shadow, c'était le nec plus ultra. 2 ans d'attente. 2 ans d'attente. Au-delà du dessin et de la technologie de ces chefs-d'œuvre, des entreprises familiales se sont spécialisées dans la transformation sur mesure et sont devenues les références du marché. Des limousines blindées aux véhicules des professionnels, nous sommes dans l'ambulance Dernier Cri. Oui, là c'est un véhicule pour les gendarmes mobiles. Vous ne verrez pas l'intérieur parce que c'est confidentiel. J'allais ouvrir la porte. Non. Découvrez les secrets de ces engins exceptionnels. Sous le toit de ce hangar, une dizaine de limousines Mercedes Maybach et autres Toyota Land Cruiser s'apprêtent à se métamorphoser dans la plus grande discrétion. Ici, Cara du Châtelet transforme des véhicules de série haut de gamme en bunker roulant XXL. Donc on va la couper en 2 en longueur parce que le véhicule doit être allongé. Et on a coupé le toit parce qu'il y aura une rehausse de toit qui va aussi être réalisée sur ce véhicule. D'accord. On voit le Land Cruiser qui a été complètement transformé, donc déjà rallongé, c'est ça? Oui, donc le châssis a été allongé de 50 cm pour correspondre à la longe de la caisse, forcément. On voit l'arc de transmission, le diamètre a été augmenté parce que la longueur a été augmentée, donc tout ça doit être recalculé, redimensionné. Ah oui, bien sûr. Le véhicule fera plus de 5 tonnes à vide. Donc il faut que tout soit conçu, développé et assemblé pour pouvoir maintenir sur route ce véhicule de plus de 5 tonnes. Un châssis agrandi de 30 cm jusqu'à 1,35 m pour les limousines dotées de 4 places arrière ultra confortables et isolées du danger extérieur par un habitacle intégralement blindé. Donc là, Vincent, une petite pièce comme ça, finalement, qui est très lourde, hein, peut protéger la vie du passager. Oui, la cellule complète est conçu et développé autour d'une multitude de pièces correspondant avec différents aciers au niveau balistique prédéfini. Bien sûr. Donc toutes ces pièces doivent être mises en œuvre une par une, pliées, soudées et intégrées grâce à des outillages dans le véhicule. Cet acier d'une épaisseur spectaculaire n'est pas le seul élément de protection. Ce système de pneus inédit permet de rouler à vive allure sur plusieurs kilomètres en cas de crevaison. Ce réservoir d'essence anti-explosion cicatrise automatiquement en cas de tir. Ou encore, ces vitres d'un poids total de 80 kg sont prévues pour déjouer tout type de piège. On peut voir les impacts de tir dans lesquels les munitions vont se loger. Oui. Et si on regarde de l'autre côté, on voit effectivement qu'il n'y a aucune pénétration. Vous voyez le vitrage qui est explosé en milliers de morceaux. Oui. Et vous avez à l'intérieur cette couche de polycarbonate qui va pouvoir se déformer et absorber tous ces milliers d'éclats qui deviennent des projectiles secondaires. Tout cela, ce sont des détails qui impactent évidemment le prix. Oui, alors il y a toute la partie de développement qui est extrêmement longue et coûteuse. Oui. La production, qui nécessite beaucoup d'innovation. Mais n'oublions pas aussi que le client, on lui livre une voiture, mais on lui livre un service pendant 20, 30, 40 ans. Donc on doit être en mesure de pouvoir fournir à un client n'importe quelle pièce d'un véhicule livré de Cara du Châtelet. Et donc ça, c'est très complexe parce qu'on doit conserver tous les plans et être sûr de la traçabilité de tous les éléments dans chaque voiture. Depuis 1968, l'entreprise belge équipe discrètement 40 chefs d'État et familles royales sur les 5 continents grâce à ses artisans orfèvres.
Carrossiers, selliers, électriciens ou tauliers se relaient pour fabriquer ce qui se fait de mieux. Ces véhicules ultra luxueux comme cette Mercedes Maybach blindée, et pourtant à l'œil nu, plutôt passe-partout. Est-ce qu'on peut juste voir l'épaisseur en ouvrant une porte et en baissant une vitre? Ah oui, effectivement, là, il y a une certaine épaisseur. Là. Ça varie en fonction des besoins, entre 4 cm et 7 cm. Tout cela correspond aux besoins clients et est défini en collaboration avec lui. Depuis le premier jour, mon objectif était la qualité et la satisfaction de chaque client. J'ai toujours voulu garder la classe, la finition et pas l'ostentatoire. C'est ça. Et c'est grâce à cette philosophie que nous sommes aujourd'hui sur le marché, parce que tous nos concurrents ont disparu. Vincent Lambert et ses équipes sortent de leur chaîne une quinzaine de voitures sur mesure par an. Pendant ce temps, en France, Patrick Gruot est depuis longtemps un champion de la transformation avec 55 000 véhicules passés dans ses ateliers. Alors ici sont fabriqués absolument tous les véhicules d'urgence des douanes, à la police, la gendarmerie, le transport pénitentiaire, également véhicules de CRS, d'intervention rapide. Sans compter les utilitaires de la vie courante d'hier et d'aujourd'hui, indispensables à notre quotidien. Patrick Gruot, breton pure souche, est un vrai couteau suisse. On s'intéresse à tous les usages des métiers des autres. Ce sont des bibliobus, des musibus, des médiabus. Pour faire voyager la culture. Exactement. Une success story qui a commencé bien avant l'invention de l'automobile, il y a plus d'un siècle, avec déjà la transformation de ces charrettes. Et donc, à l'époque, il y avait déjà 24 charrettes, toutes différentes. Effectivement, avec une banquette latérale, banquette arrière, avec de quoi transporter la marchandise, de quoi transporter les personnes. Donc, nous avions déjà, à cette époque-là, un arrière-grand-père qui, je dirais, personnalisait les charrettes. Très vite, l'utilitaire, sous toutes ses formes, va devenir une spécialité de la famille Gruot. Des autocars de son grand-père aux ambulances de son père, Patrick Gruot reprend les rênes de l'entreprise dans les années 80 avec la volonté d'aller plus loin, comme avec l'Escapade 2000, un concept car du premier van découvrable de l'histoire présenté au Salon de Paris en 1982. Alors, quand on parle de véhicules uniques, vous avez eu certaines commandes déjà un peu particulières ? Oui, celle de la voiture pour Benoît XVI. Et en fait, c'est Renault Italie qui, au moment du lancement du Kangoo électrique, nous a demandé de travailler avec le Vatican, avec les services du Vatican. Et j'ai eu personnellement la joie, le bonheur, la fierté. De le livrer ? De le livrer au pape directement, en compagnie de Carlos Ghosn à l'époque. L'innovation, Patrick Gruot en a fait son leitmotiv avec des créations surprenantes, même là où personne ne l'attendait. Celui-ci, on l'a ressorti parce que c'était la première fois que l'on réalisait un véhicule funéraire sur une base monospace. Finalement, les véhicules qui sont fabriqués ici suivent la vie d'un individu. Ça va de la naissance, avec des ambulances par exemple, qui sont destinées aux maternités. Jusqu'au dernier voyage. Jusqu'au dernier voyage, en passant par tout ce qui accompagne d'abord la vie des artisans. Tout à fait. Comme toutes ces boutiques ambulantes. En fait, on touche tous les métiers. Tous les métiers qui ont besoin de mobilité. De la papa mobile à la limousine de chef d'État, en passant par les véhicules d'urgence, au fil du temps, ces artisans de la transformation ont développé des techniques inédites qui permettent notamment aux professionnels des urgences de mieux travailler pour mieux nous assister. Allez, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Téléfoot, Grégoire Margoton, toutes les images de la Ligue 1. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans Automoto. Portez-vous bien, ciao.